Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. Nous sommes ravis, Quentin Delisle et moi-même, de vous retrouver après cette pause estivale. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions ou laisser vos commentaires dans le chat en laissant vos coordonnées pour que nous puissions vous répondre soit en fin d'Expresso, si le temps le permet, soit après. Alors, je rappelle, le dernier Expresso remonte au 6 juillet. Nous avions présenté différents scénarios possibles pour les marchés durant cet été. C'est un épisode là de 15 minutes, donc je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout pour avoir le plus d'informations possible en peu de temps. La crainte concernait donc cet été, je rappelle, une possible surchauffe sur les marchés, comme nous l'avions vécu ces 2 derniers étés, ou avec des sommets. On avait atteint vraiment des sommets sur les marchés de l'énergie. Plus de 1 000 € du mégawattheure en électricité l'été dernier. Mais finalement, nous n'avons pas du tout vécu cette flambée des prix tant redoutée au mois d'août. Et au contraire, on constate plutôt que les marchés ont plutôt baissé de façon intéressante à partir de fin août. Et en particulier sur le marché de l'électricité, où nous avons connu une baisse de environ moins 15% pour l'année 2024. Le marché, je rappelle, avait aussi tendance à stagner pendant plusieurs mois, entre 150 et 200 € du mégawattheure pour l'année 2024. Et on avait vraiment du mal à passer en dessous du seuil des 150 € du mégawattheure. Ça semblait difficile et pourtant, voilà, nous l'avons fait. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 130 € du mégawattheure. Donc globalement, dans cet expresso, nous allons vous proposer donc une présentation de la rétrospective de cet été pour faire le point sur ce qui s'est passé et de connaître les raisons pourquoi finalement on a cette baisse qui intervient. Et comment aussi on peut appréhender la saison hivernale qui approche, puisque ça y est, nous sommes en automne. Voilà, donc notamment en ce qui concerne les éléments qui impactent fort l'énergie, la disponibilité nucléaire, les niveaux de stockage de gaz, l'offre et la demande, les infrastructures énergétiques. Et en deuxième partie d'Expresso, comme d'habitude, je parlerai d'une stratégie possible sur l'énergie avec quelques conseils pour les entreprises qui n'ont pas encore acheté leur énergie pour 2024. Alors Quentin, que pouvons-nous dire sur le contexte qui paraît quand même plus rassurant sur les marchés de l'énergie? Que s'est-il passé plus précisément cet été? Et aussi, comment pouvons-nous envisager donc ce dernier trimestre 2023 et donc l'année 2024? Merci Julien. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, cet été, nous avions un peu peur de revivre le même été que nous avions connu du coup en 2022 et ce ne fut pas du tout le cas. On a eu un été qui, il faut le dire quand même, était volatile. C'est-à-dire que globalement, les prix ont soit connu des hausses et des baisses, en fonction même des différents jours en intraday ou même d'une semaine sur l'autre, on a connu une certaine volatilité des prix. Cette volatilité des prix s'explique par différents phénomènes, différents événements qui sont arrivés au fur et à mesure que l'été passait et que l'on découvrait s'il y avait du coup des canicules ponctuelles, plus ou moins longues, des maintenances et autres sur les infrastructures. Donc, globalement, il faut voir que c'est un mix de tout cela qui a pu expliquer cette volatilité. Je vous propose d'attaquer du coup ce décryptage des marchés avec du coup une première slide que l'on va du coup vous mettre à l'écran. Cette slide vous permet de voir les éléments qui ont vraiment marqué cet été 2023. Dans un premier temps, la disponibilité du nucléaire. Rappelons-le, à l'été dernier, en 2022, nous avions donc la moitié du parc nucléaire qui était à l'arrêt. Eh bien, c'est tout l'inverse aujourd'hui, puisque globalement, la plupart des centrales sont revenues sur le marché. On est à 75-80% en fonction des jours où les centrales sont réellement disponibles pour pouvoir fournir de l'électricité. On avait énormément de craintes de voir aussi les centrales devoir réduire leur production du coût d'électricité du fait de la faiblesse des cours d'eau en cas de surchauffe au niveau de la météorologie, de la météo avec des canicules ou autres. Et finalement, ce ne fut pas tellement le cas. Autre événement important à surveiller durant cet été, c'était globalement le gaz naturel liquéfié et les livraisons de gaz par gazoduc, principalement depuis la Norvège. Rappelons-le, la Russie ne fournit quasiment plus que 4% de gaz à l'Europe, donc les flux russes sont principalement vus par rapport à ce qu'on peut voir en termes de gaz naturel liquéfié en provenance de Russie.
En ce qui concerne d'abord le gazoduc norvégien, eh bien, on a eu 2 phases. Une première phase au début de l'été, en juin, lorsqu'on a eu un champ gazier qui était du coup à l'arrêt pour une maintenance prolongée de plus de 15 jours jusqu'à la mi-juillet, où globalement on a vu du coup le marché spot s'envoler, mais également les différents forwards, les prix pour livraison 2024, 2025, du coup ont grimpé à ce moment-là, puisqu'en fait on avait des inquiétudes de savoir si la Norvège pourrait continuer à nous fournir du gaz, comme ce fut le cas depuis déjà 1 an et demi avec des flux maximisés au max. Globalement, la deuxième partie de cet été, on va dire globalement aux alentours du 6 août, on a vu du coup des tensions arriver sur le gaz naturel liquéfié. Et non pas du gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis ou du Qatar, comme c'est le cas généralement puisqu'on importe principalement de ces 2 pays, mais des problèmes plutôt du côté de l'Australie, à l'autre bout de la planète. Du coup, des entreprises de gaz naturel liquéfié décident de potentiellement se mettre en grève, de façon à discuter autour de tout ce qui était salarial. Donc, les employés ont décidé de pouvoir partir en grève et de cette façon-là, diminuer la disponibilité du GNL pour, par exemple, l'Asie. De ce fait-là, l'Europe a eu extrêmement peur de se voir rapidement en compétition avec la plaque asiatique sur, du coup, les cargaisons de GNL. On pourrait tout à fait imaginer que les cargaisons de GNL en provenance du Qatar puissent repartir vers l'Asie au lieu de repartir vers l'Europe. Et donc, de ce fait-là, une certaine guerre des prix pourrait être anticipée. Cependant, on a remarqué que l'Asie n'était pas trop dans la demande de GNL actuellement. Aussi, il faut voir qu'au niveau macroéconomique, ce n'est pas forcément très fameux aujourd'hui. Donc, globalement, crise immobilière et autres font que la demande est plutôt faible. Et donc, l'Europe n'a pas forcément besoin d'escalader en termes de niveau de prix pour pouvoir acquérir ces fameuses cargaisons de GNL. La situation s'est régularisée courant septembre sur le fait que globalement les grèves se sont arrêtées et que là, on a eu une reprise de ce flux de GNL et donc des niveaux d'exportation. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à ce moment-là, on a eu aussi un peu de crainte à nouveau sur la partie norvégienne avec des flux de gaz par gazoduc qui ont baissé du fait de maintenance prévue et imprévue. Il faut bien voir que du coup, nous sommes sortis de cet été et nous allons rentrer dans l'hiver 23-24. On estime globalement que sur les marchés, du coup, l'hiver est plutôt au début d'octobre. Globalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la météo est relativement douce. Et cela, a priori, déjà pour les 2 prochaines semaines. Et puis même, certaines météos prévoient d'avoir octobre, novembre, voire même potentiellement décembre, comme des mois relativement doux, si l'on saurait faire une météo plutôt agricole. Cependant, la météo agricole nous prévoit aussi potentiellement un peu de froid d'ici le début de l'année 2024. On revient d'ailleurs sur quelque chose de plus classique par rapport à ce qu'on avait pu observer par le passé, c'est-à-dire que les phénomènes classiques de ce type-là, c'est-à-dire la surveillance de ces températures-là, l'entrée dans l'hiver, la sortie d'hiver et autres, sont à surveiller à chaque fois. Il faut aussi le combiner au niveau de stockage. On n'a pas les graphiques du coup de stockage sous les yeux, mais globalement, on est à plus de 95% de taux de remplissage en Europe, sachant que la target, la cible décidée par Bruxelles, était de 90 et devait être atteinte début novembre. Donc c'est une très bonne nouvelle pour ce marché gazier, du coup, qui limite aussi sa hausse par rapport à ses bons fondamentaux. La dernière chose qu'on voit aussi sur ce slide, c'est que globalement, la baisse de la demande est encore présente. On l'a déjà précisé durant les premiers expressos de cette année. On avait du coup des baisses significatives de la demande d'électricité, mais aussi de gaz, et on voit que tout cela continue. Cette baisse-là s'explique aussi par des économies d'énergie mises en place durant 2022 pour faire face à la crise des prix de l'énergie, mais également par rapport à une baisse structurelle, aussi un hiver doux, un été non caniculaire avec des canicules relativement courtes et donc globalement moins de demandes à ce moment-là. Ce sont également des facteurs qu'il va falloir suivre pour du coup la fin de l'année, pour aussi les années prochaines, qu'il va falloir suivre du coup pour voir comment tout cela va se maintenir. La disponibilité nucléaire se maintiendra-t-elle, oui ou non? Les flux de gaz reviendront-ils à une certaine normalité vis-à-vis de la Norvège? Est-ce qu'on retrouvera du gaz russe via le GNL au quotidien ou non? Est-ce que l'on aura aussi de la compétition avec l'Asie cet hiver? Voilà ce qu'il en est pour cet été et ce qui a pu se passer sur les marchés. Également, comme le disait Julien, on va essayer de voir un peu en termes de perspective pour cette fin d'année, ce que cela pourrait donner. Sur ces 2 graphiques, vous avez donc l'évolution du PEG Cal 24 baseload 2024, c'est-à-dire le PEG pour le gaz, pour la livraison de janvier 2024 à décembre 2024, et le baseload pour l'électricité en France.
Alors, comme le disait Julien aussi dans son introduction, c'est que globalement, on voit bien que l'électricité a eu un schéma plutôt baissier durant cet été, alors que le gaz, lui, a été plutôt volatile avec une tendance à la stabilisation. Et si on regarde par rapport aux événements qu'on a pu constater durant cet été, on a essayé de probabiliser finalement l'évolution des prix pour cette fin d'année. Concernant le gaz, on est plutôt sur le fait de se dire que le marché pourrait se stabiliser dans les prix qu'on connaît aujourd'hui, voire même potentiellement diminuer en termes de prime de risque si finalement le début de cet hiver est relativement doux et qu'on a du coup une baisse de la consommation qui est encore effective. Peu de chances pour l'instant d'imaginer que les prix repartent très fortement à la hausse. On n'est pas à l'abri non plus d'une vague de froid précoce ou d'un incident technique sur des infrastructures gazières. Et dans ce cas-là, le marché pourrait rester relativement volatile. Mais rappelons-le, les fondamentaux du gaz sont quand même à ce jour très bons. Concernant l'électricité, on voit que le marché a fortement chuté. On arrive sur un plancher au niveau des prix, excusez-moi, où globalement, le prix a du mal à passer en dessous de ce niveau-là. Et donc, dans ce contexte-là, on estime qu'il y a plus de probabilité à ce que le marché oscille aux alentours des prix qu'on connaisse que même de chuter ou même voire de rebondir. Évidemment, comme pour le gaz, des phénomènes peuvent arriver, comme un problème technique sur une centrale nucléaire ou autre, et dans ce cas-là, pouvoir voir le marché remonter. Tout cela, c'est bien effectivement des scénarios. On verra justement dans les expressos de la fin d'année où on sera le marché et quel scénario finalement ce sera réellement réalisé. Julien, je te laisse reprendre la main sur la partie stratégie d'achat. Merci Quentin pour tous ces éléments qui en effet forcément vont nous permettre de nous aider à prendre des bonnes décisions sur l'énergie, de donner en tout cas des orientations. Donc je rappelle, pour la mise en place d'une stratégie d'achat dans l'énergie, il y a quand même deux curseurs qui sont fondamentaux. C'est votre appétence au risque, l'appétence finalement de votre entreprise, et puis vos besoins en termes de visibilité budgétaire. C'est toujours cela qu'on regarde. Alors les solutions, moi aujourd'hui j'en verrai trois. La première, c'est donc partir, la plus simple peut-être, c'est de partir sur un prix fixe, puisqu'on a, comme le disait Quentin, les prix en électricité surtout ont pas mal baissé. Donc pourquoi pas ne pas profiter de cette baisse actuelle. Et si jamais finalement ce prix convient et permet d'obtenir un budget satisfaisant pour votre entreprise, dans ces cas-là, il est préférable donc de fixer ce prix maintenant sur une période de 12 ou 24 mois. On a des solutions donc de prix fixe en électricité sans risque d'écrêtement à Rennes, et ça, c'est vraiment très important. L'avantage de cette solution, c'est bien sûr d'avoir une très bonne visibilité budgétaire et aussi d'avoir une garantie que ce prix ne soit pas révisé en cours d'année. L'inconvénient, c'est que bien sûr, il ne sera plus possible de modifier le tarif par la suite. La deuxième possibilité, ça serait de partir sur des prix indexés pour fixer une partie des volumes. Et ça, j'orienterai vraiment plus cette solution-là sur le gaz notamment, parce qu'on a vu que le gaz avait une probabilité de chance quand même de soit stagner ou soit baisser, une probabilité donc cumulée qui était plus importante qu'une hausse possible. Peut-être parce que justement le gaz n'a pas encore connu cette baisse comme a connu l'électricité. C'est pour ça que partir sur un prix indexé sur le gaz, c'est intéressant, sur l'électricité aussi, mais sur le gaz, c'est encore plus facile et peut-être plus simple, parce que l'avantage, c'est qu'on peut fixer tout ou partie des volumes, 25, 50, 75% de vos volumes, et de laisser une partie flottante. Donc ça permettrait ensuite d'optimiser votre tarif final si jamais le marché continuait à baisser. L'inconvénient peut-être que je vois, c'est que ça demande un peu plus de temps en termes de gestion. Maintenant, ce n'est pas insurmontable et surtout le jeu en vaut souvent la chandelle, puisque si ça permet d'optimiser votre budget, autant partir sur cette solution. La troisième possibilité, c'est l'indexation spot. Donc ça, on en a beaucoup parlé précédemment. Si je commence par l'inconvénient, c'est forcément que cette solution, elle peut paraître un peu plus risquée, mais qui dit risque dit aussi possibilité d'avoir des gains peut-être plus importants.
On rappelle, hein, on a beaucoup parlé, mais les marchés spot sont en ce moment plus intéressants, en tout cas plus bas que les marchés futurs. Donc, on trouve quand même de bonnes opportunités, en particulier sur l'électricité, mais le gaz aussi. Mais l'avantage avec l'électricité, c'est qu'on peut cumuler un prix de marché spot bas et un gain à Rennes, finalement, une partie de votre volume au prix à Rennes, ce qui permet de cumuler des prix bien inférieurs à 100 € du mégawattheure. Donc voilà, ces 3 solutions pour le moment. Je dirais qu'elles sont nombreuses, on peut les adapter aussi en fonction des clients, en fonction de chacun de vos besoins. Donc je vous invite bien entendu à prendre contact avec votre interlocuteur dédié pour entrer un peu plus en détail. Je vous remercie vraiment de votre attention, d'être resté jusqu'au bout. Cet expresso sera disponible, on arrive déjà à la fin, donc ça sera disponible en replay pour ceux et celles qui n'ont pas pu être présents ce midi. N'hésitez pas à transmettre le lien aux personnes qui seraient intéressées. Je vous remercie encore et à très bientôt. Salut Quentin, très bonne journée à toi. Merci Julien, à très bientôt.